Bonjour, Bonjour. je cherche un film avec un brouillard qui tue des gens, un film assez vieux. C'est Myst. Non, celui-là je l'ai vu, il est bien, mais c'est plus vieux. Fog, 80. Ah non, moins vieux, un film avec le mec de Smallville. Je vois ce que c'est en fait, c'est le remake de Fog, mais par contre c'est un peu de la merde, donc quitte à en voir un bon, autant voir l'original. L'original? Ouais, celui de Carpenter. Halloween, Fog, la moustache. Ok. Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo qui sera consacrée au moustachu le plus génial du cinéma bis, John Carpenter. Alors si j'ai choisi de vous parler de ce cinéaste plutôt qu'un autre, c'est avant tout parce que son univers constitue à mon sens une très bonne entrée en matière pour ce qui est de parler de cinéma bis, et aussi parce que j'adore ses films. Avant toute chose, le but de cette chronique n'est pas de vous parler de tous les films de Carpenter, mais simplement de vous faire découvrir ou redécouvrir tous ses premiers films, notamment ceux qui s'inscrivent dans le cadre du cinéma bis. Né sans moustache en 1948 dans l'état de New York, John Carpenter se passionne dès l'enfance pour les films de genre, et après des études dans une école de cinéma dont il sort diplômé, il démarre sa carrière au milieu des années 70. Dès le début, son rêve est de réaliser un western, mais c'est surtout via le fantastique et l'horreur qu'il va bâtir sa filmographie. A l'époque, les réalisateurs qui œuvraient dans ces genres se comptaient par paquets de 10, mais ce qui va rapidement distinguer Carpenter de ses petits camarades, c'est déjà une patte reconnaissable entre mille, un talent certain pour la mise en scène et des thématiques récurrentes au sein de ses films qui vont faire de lui un véritable auteur, même si une partie de la critique a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte. Si on peut légitimement passer sur son premier long métrage, en l'occurrence Dark Star, un film étudiant qui parodie Dominion Kubrick, qui est sympa mais un petit peu anecdotique comparé à ce qui va suivre, c'est à partir de Assaut, son deuxième film, que le bonhomme va commencer à poser les bases de ce qui constituera son cinéma. Ce qui frappe tout d'abord chez Carpenter, c'est son sens du cadre. Ayant bouffé énormément de western étant gamin, Carpenter va leur emprunter le format scope et l'appliquer à une grande majorité de ses films. On est donc face à une image très large, qui contraste avec le format 4/3 télévisuel très répandu à l'époque et que Carpenter utilise parfaitement dans ses plans, qu'ils soient serrés, moyens ou larges, qui là pour le coup renvoie souvent au western. Au passage, Assaut est d'ailleurs lui-même un western, mais transposé à l'époque contemporaine où, dans cette histoire de siège dans un commissariat, les cow-boys sont devenus des flics et les indiens des bandits. Alors à mon sens, le film souffre de quelques petits problèmes de rythme, notamment dans les scènes d'action qui n'ont jamais été le point fort de Carpenter, mais là où il se rattrape à 200%, c'est pour ce qui est de poser une ambiance. Et incontestablement, Carpenter connaît son boulot. Malgré des moyens limités, il parvient toujours à mettre son spectateur dans un état de tension, voire même d'angoisse permanente, face à un élément dont on ne sait pas où ni quand il va arriver, et surtout qu'on a du mal à identifier clairement. Dans Assaut, les cinglés qui tentent d'entrer dans le commissariat ne sont jamais filmés comme des personnages normaux. Au lieu de ça, Carpenter choisit de les laisser dans la pénombre et de ne les montrer que furtivement, presque comme des fantômes, renforçant encore un peu plus le côté angoissant du film. Autre point important qui participe à l'ambiance, les films de Carpenter se déroulent très souvent de nuit, moment angoissant par excellence, et sur une période très courte. Les personnages ont souvent le temps qui joue contre eux et doivent prendre des décisions rapides quand elles ne sont pas carrément désespérées, ce qui a pour effet de mettre une fois de plus le spectateur sous tension. Mais l'une des particularités les plus connues du cinéma du joyeux moustachu, c'est très certainement sa musique. À de rares exceptions près, Carpenter a toujours composé lui-même la musique de ses films. Des mélodies répétitives et minimalistes, la plupart du temps jouées avec un bon vieux synthé années 80 qui rentre dans ta tête pour ne plus jamais en sortir. A l'instar de celle d'Assaut, ces musiques achèvent de poser une ambiance et de faire de Carpenter le véritable auteur de ses films. D'ailleurs, certaines de ces BO sont devenues avec le temps des classiques absolus, dépassant même largement le cadre du cinéma de genre. Alors même si vous êtes né il y a moins de 20 ans, vous avez forcément déjà entendu ça. Halloween, probablement la composition la plus célèbre de Carpenter, qui à l'instar de la musique des Dents de la Mer ou de l'Exorciste, continue de faire flipper des générations entières dès la première note. Mais si ce thème a grandement contribué au succès du film, il ne faut pas non plus réduire Halloween uniquement à ça. Vous parlez à qui depuis 5 minutes? Réalisé juste après Assaut, Halloween raconte la traque d'une babysitter dans la petite ville d'Haddonfield par Michael Myers, un assassin masqué échappé d'un asile lors de la nuit d'Halloween. Contrairement à Assaut qui a été un bide aux États-Unis car probablement noyé au milieu des films d'exploitation de l'époque, Halloween est un immense succès et un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Il posa même les bases d'un sous-genre du cinéma d'horreur qui allait devenir très populaire dans les années 80, le slasher. Et en même temps donner lieu à toute une ribambelle de suites et de copies. Et là où bon nombre de réalisateurs vont se vautrer dans la facilité et le gore, Carpenter a lui opté pour quelque chose de beaucoup plus subtil.
Il choisit de faire de Michael Myers non pas un simple tueur masqué, mais une véritable incarnation du mal, avec un M majuscule. Le premier meurtre du film est filmé en vue subjective, et après un long plan séquence, on découvre finalement que 1. Ce meurtre a été exécuté par un enfant, et 2. Que son visage ne reflète absolument aucune émotion. Des années plus tard, lorsque Myers s'échappera de l'asile pour continuer son massacre, toujours sans raison apparente, il va se cacher derrière un masque blanc, là aussi totalement dénué d'expression, et ne sera plus jamais filmé comme un humain normal, Carpenter allant même jusqu'à le faire apparaître et disparaître le temps d'un plan. Conséquence, certaines attaques de Myers arrivent même par un côté du cadre dans lequel le spectateur ne s'attendait pas forcément à le trouver. Aujourd'hui c'est quelque chose d'assez courant dans le cinéma d'horreur, mais en 78, ça ne l'était pas tant que ça. En résumé, le mal tel que le conçoit Carpenter est absolu. Ses actes n'ont besoin d'aucune justification, il peut frapper à tout moment, et même s'il paraît vaincu, il réapparaîtra plus tard pour attaquer quand on s'y attendra le moins. Ce que montrent d'ailleurs très bien les dernières images d'Halloween. Des plans fixes sur le quartier d'Haddonfield, où l'on se surprend à chercher Michael Myers dans l'image alors que redémarre le thème du film. Coucou, tu veux voir? Après le carton d'Halloween, Carpenter va rester encore un temps dans le cinéma indépendant et tourner Fog, qui raconte comment un brouillard un peu particulier va s'abattre sur une petite ville côtière et décimer ses habitants. Fog sera le premier film de Big John à aborder ouvertement le thème du fantôme, même si on peut dire qu'il s'était un petit peu entraîné avant avec les bandits d'assaut et Michael Myers qu'il filmait comme tel. Une histoire de fantôme donc, et assumée à 100% puisque le film démarre en nous montrant un vieux marin qui s'apprête justement à raconter cette histoire à des gamins autour d'un feu de camp. On peut même facilement faire les parallèles entre le marin et Carpenter lui-même, tous les deux vont raconter l'histoire, puis entre les gamins autour du feu et nous-mêmes, spectateurs, à qui on fait la promesse d'un récit terrifiant. Et de ce côté-là, c'est réussi. Fog fait graduellement monter l'angoisse via une ambiance encore une fois excellente, des jumpscares efficaces et un scénario bien fichu qui contient pas mal de surprises. Le film n'a clairement pas eu le même succès qu'Halloween, mais ça veut pas dire pour autant qu'il est moins bon. Personnellement, j'ai même tendance à préférer ce film au précédent, et si tous les éléments propres au cinéma de Carpenter sont présents ici, Fog apparaît rarement dans la liste de ses meilleurs films. Alors que c'est pourtant très réussi, et c'est surtout infiniment supérieur au remake de merde, avec le mec de Smallville dedans. Ok, je crois avoir saisi l'idée. Après Fog, le moustachu passe la seconde et enchaîne avec Escape from New York. Dans ce film, le criminel légendaire Snake Plissken est envoyé contre son gré sur l'île de Manhattan pour y sauver le président des États-Unis. Sauf que dans le 1997 de l'histoire, l'île est devenue une gigantesque prison à ciel ouvert où s'entassent les punks, les fous, les putes et les cannibales. Et pour ne rien arranger, Plissken dispose d'un temps limité s'il veut lui-même sortir de ce merdier vivant. Le film a été un des succès majeurs de Carpenter et a immédiatement hissé Snake Plissken au rang du personnage culte dont on a longtemps fantasmé la suite des aventures. Et 35 ans plus tard, difficile de trouver plus badass que Plissken parmi tous les anti-héros de la pop culture. Mais là où le personnage est encore plus intéressant, c'est dans le fait qu'il constitue presque un double de Carpenter lui-même. Cynique et un peu désabusé, il est en décalage avec le monde qui l'entoure et ne se fait pas forcément d'illusions à son sujet. Un peu comme Carpenter qui s'est toujours considéré comme un cinéaste en marge du système, et qui même s'il a toujours clamé qu'il aimait profondément son pays, ne rate jamais une occasion pour foutre un coup de latte dans les rotules de l'oncle Sam, et appuyer là où ça fait mal. Entre la ville de New York, que Carpenter déteste, qui est devenue un énorme bordel, la brutalité policière, les libertés de l'individu qui en prennent un sacré coup, et le président des États-Unis qui se retrouve humilié et même crucifié pendant une bonne partie du film, il est clair que la façon dont Carpenter perçoit l'Amérique à l'aube des années 80 n'est pas très optimiste. Ce qui me permet de vous parler d'un autre aspect qui revient souvent chez lui, l'absence de happy end. La fin heureuse que l'on retrouve dans une grande majorité de films américains, c'est pas vraiment son truc, et beaucoup de ces films se terminent souvent de manière abrupte, à un moment où tous les problèmes de l'histoire ne sont pas complètement résolus. Et la fin de New York 1997, comme beaucoup d'autres, est particulièrement gonflée, et illustre bien à mes yeux le côté rebelle, voire même un peu anard, du joyeux moustachu, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard.